Donc voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Radio Pléiade. Eh bien, c'est la 38e émission. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2022, toujours à chercher la lumière au bout du tunnel. Donc, bienvenue sur cette émission où nous allons parler d'un sujet finalement assez différent des sujets que nous avons l'habitude de traiter, encore que, qui est celui en fait de la bande dessinée. Et peut-être vous allez me dire, oh, la bande dessinée, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité, c'est la divulgation. Mais attendez, ne partez pas trop vite, car justement, nous allons parler de spiritualité et divulgation dans la bande dessinée. Et vous allez voir que ce n'est pas un sujet anodin. Et on fera des petites incursions justement sur des sujets connexes. Donc voilà. Et ce soir, on a deux invités exceptionnels. Donc avec nous, alors Virgile, que vous connaissez peut-être déjà justement de nos émissions de mise à jour de situation planétaire. Virgile, un petit bonjour à nos auditeurs. Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et ce soir, je serais ravi de vous parler de ma passion, la bande dessinée. Super, ben merci Virgile. Et nous avons également donc un autre invité. Alors j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, Pascal, mais n'hésite pas à me corriger. Tu es peintre muraliste et en même temps auteur de bande dessinée, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, et bonsoir à tous. Oui, tout à fait, moi je suis peintre fresquiste, je fais de l'aérographe et du pistolet à peinture, donc je décore un peu partout, je fais des fresques, voilà. D'accord, super. Donc voilà. Donc deux invités exceptionnels qui sont vraiment du domaine et c'est vraiment bien qu'on puisse faire cette émission avec vous deux. Voilà, donc eh ben, on va gagner un petit peu de temps. On va pas présenter les animateurs habituels, bien sûr que Cindy est là, bien sûr que Sandrine est là. Un petit coucou à vous deux. Allez-y, un petit coucou rapide. On va, on va peut-être juste préciser que pour permettre à nos auditeurs de mieux suivre et avoir des supports visuels et des liens complémentaires, n'hésitez pas à consulter le canal Telegram Victoria Luminis, où on vous postera au fur et à mesure les liens et les images de ce sur quoi on va parler. Et n'hésitez pas à réagir, poser vos questions, demander la parole, etc. dans les télégrammes Révolution vibratoire et Méditons ensemble pour la libération planétaire. N'est-ce pas, notre petite fée clochette Sandrine? Ne vous inquiétez pas, on est là, on surveille, comme des abeilles. On va surveiller le chat. Bonsoir à tous et passez surtout une belle soirée. À tout à l'heure. Super, bah merci beaucoup à vous. Et ben je vous propose en fait Virgile et Pascal dans le même ordre là que vous nous avez dit bonsoir en fait de vous présenter, de dire un petit peu justement qui vous êtes, ce que vous faites, pour que nos auditeurs puissent vous situer un petit peu mieux justement dans ce fameux monde de la bande dessinée. Vas-y Virgile, à toi de démarrer. Ok, ça roule. Eh ben, vous me connaissez pour certains sur les émissions, les mises à jour de la situation planétaire, et je venais plus ou moins en tant que caution historique avec mes études d'histoire. Mais il se trouve qu'au cours de mes études d'histoire, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans la presse Disney. Et depuis le début des années 2000, et j'y suis toujours. Donc, j'ai mis un pied dans la maison de Mickey et je travaille toujours là-bas. Donc, c'est un vrai bonheur parce que je m'occupe des pages de jeux, de plusieurs magazines, notamment l'énigme de Mickey. Pour ceux qui ont connu le journal de Mickey, bah, c'est ma rubrique. Attention, hein, je ne fais pas tout, je la gère dans le sens où je la fais dessiner et je supervise les scénarios. Donc voilà, des pages de jeux, des cahiers de jeux et aussi des bandes dessinées que nous recevons, que nous achetons au Danemark, en Italie, à plusieurs pays et que nous traduisons. Donc j'ai une deuxième casquette de traducteur de bandes dessinées. Ce qui fait que je lis plein de BD en avance, je m'amuse à les traduire en français et comme ça, on les fait paraître dans nos magazines. Nos magazines, c'est Journal de Mickey, Mickey Parade Géant, Super Picsou Géant, Picsou Magazine, tout ça, quoi. Pour ceux à qui ça parle.
Ah bah ouais, moi ça me parle en tout cas. Je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs, mais mais tu vas justement nous donner des exemples sur la base de ces bandes dessinées. On a quelques petits exemples croustillants qu'on va partager avec vous ce soir, justement, Tout à fait. par rapport à cette divulgation dans la bande dessinée. Bah, merci beaucoup, Virgile, pour cette petite présentation. Pascal, une petite présentation aussi. Enfin, tu dis ce que tu veux, hein. Euh, si Alors tu... bon, Vas-y, ben, vas-y, comme j'ai vas-y. dit tout à l'heure, donc je suis fresquiste et en fin de compte, j'ai toujours été passionné par la BD dans la mesure où quand j'étais gamin, je faisais que ça et je me suis orienté dans la peinture, en décoration. J'avais lâché la bande dessinée depuis pas mal d'années, je m'y suis remis il y a quelques temps et par l'intermédiaire de Eric, donc c'est lui qui m'a poussé à m'y remettre et à mettre en image quelque chose que je trouve très très bien d'ailleurs. Mais je laisserai Eric en parler de ça parce que ça correspond tout à fait à certaines infos, certaines choses qui attirent mon ressenti depuis longtemps. Très bien. Et on espère qu'Eric va pouvoir nous rejoindre parce qu'il a des petits problèmes de micro ce soir. Et donc voilà, donc on espère qu'il va, dans le cours de la soirée, résoudre ces problèmes. Alors, moi, je vais faire, vous savez, j'ai l'habitude de faire les petites annonces, mais ça va être très rapide. Donc, souvenez-vous, je n'ai pas encore fait la publication pour l'annoncer, mais nous avons notre prochain marathon spirituel le vendredi 3 juin à 20h30. Donc, ça s'approche. 15 jours, un peu plus de 15 jours. Donc, notez bien ça, mais ce sera annoncé en bonne et due forme sur les réseaux. Et sinon, pour la prochaine séance de dissolution des implants, bah, à vrai dire, je t'avouerai que j'ai perdu le fil, Cindy. Est-on en mesure d'annoncer une prochaine séance de dissolution? Alors normalement, celle du 25 mai n'aura pas lieu. Logiquement, ce sera, le marathon spirituel, avec l'équipe à des bras, logiquement, le 25 mai et après il faut revoir ça avec Margaret. Mais je sais qu'en fait, ouais, on va revoir ça. Ok, Mais très il y bien. aura des Bon, voilà. sessions en juin, vous inquiétez pas. Mais il y aura des sessions, voilà, exactement. Bon, donc voilà. Excusez-moi, j'ai toujours cette toux persistante et particulièrement pendant les émissions, allez comprendre pourquoi. Alors, en guise d'introduction, moi, j'étais un grand lecteur de bande dessinée, en fait, quand j'étais jeune. Et je vais vous lire quelques bulles d'un titre que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Vol 714 pour Sydney. Pour mettre, voilà, mettre un petit peu le pied à l'étrier. Donc, vous connaissez Vol 714 pour Sydney, donc les aventures de Tintin du fameux Hergé. Donc, un avion est détourné, se retrouve sur une île qu'on croit déserte à l'origine, mais qui ne l'est pas. Et bon, avec beaucoup d'aventures. Et à la fin, il rencontre un personnage un peu intrigant, Tintin, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol, en voulant échapper justement à les personnes qui les ont pris en otage. Il rencontre un personnage assez étonnant qui s'appelle Monsieur Mik Ezdanitov. Et en fait, Mik Ezdanitov, donc voilà, vaguement slave, on sait pas trop. Il a une espèce d'émetteur-récepteur sur la tempe. Ça fait déjà un petit peu une ébauche de transhumanisme. Et il explique à Tintin et au capitaine Haddock, c'est moi qui vous ai guidé vers vous par transmission télépathique. Et là, Tintin, il dit, mais c'est vous le célèbre Ezdanitov de la revue Comète, une revue célèbre d'ufologie, bien sûr. Mais oui, c'est bien lui. Et il leur explique donc qu'il a un transmetteur de pensée sur la tempe. Alors, je vous lis la bulle. Hein. Haha, je sais, télépathe est encore phénomène peu étudié par la science humaine. Mais pour autre science, transmission de pensée est chose courante depuis longtemps. Et alors, Tintin, il demande, pour l'autre science, mais quelle autre science? Quelle autre science? Mais science extraterrestre. Et le capitaine Haddock s'énerve. Vous n'allez tout de même pas essayer de nous faire croire que vous, moi, non, 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 je suis être humain comme vous. Seulement, moi, initié je suis, c'est dire avec quelques autres hommes, je sers agent liaison entre Terre et autres planètes. Mon rôle est de tenir extraterrestres au courant, activité humaine dans tout domaine, comprenez-vous? Et je rencontre eux une ou deux fois par année. Ici, dans très vieux temples oubliés par hommes, mais toujours connus par eux, par extraterrestres, qui viennent régulièrement ici depuis millénaires.
Donc voilà, vous avez, excusez-moi pour cette fantaisie et cet accent un petit peu bizarre, mais vous avez un petit aperçu justement de ce qui se passe à la fin de ce vol 714 pour Sydney. Et en réalité, on voit un petit peu plus tard, donc il leur montre justement des fresques, des peintures qui font clairement apparaître justement des vaisseaux extraterrestres, et ça, c'est quelque chose que l'on connaît. David Wilcock en a beaucoup parlé justement dans ses émissions. Et puis finalement, comment dire, cette île du Pacifique, il y a un volcan qui va s'éveiller. Ils vont devoir s'échapper, et figurez-vous qu'ils vont s'échapper par l'entremise d'une soucoupe volante, et que Monsieur Esdanitov justement va tous les hypnotiser et leur faire justement comment dire, induire une mémoire artificielle et leur faire oublier tout ce qu'ils auront vécu pour éviter justement qu'ils ne puissent témoigner par rapport à leur voyage dans une soucoupe extraterrestre. Alors là, on n'est pas dans un cas d'abduction, on est dans un cas de sauvetage. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous donner cet petit exemple en termes d'introduction, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments dans finalement ce volume d'Hergé qui date, je crois, de la fin des années 60, donc qui est somme toute assez vieux. Donc voilà, je ne sais pas, Virgile ou Pascal, est-ce que vous souhaitez intervenir? Vous connaissez Vol 714 pour Sydney, vous souvenez-vous de cela? Oh bah, je me permets, Pascal. Oui, mais d'ailleurs, je crois que c'est son dernier album à Hergé et c'est celui qui a été le plus critiqué d'ailleurs, hein, c'est celui qui a mis la fin, plus ou moins à la carrière de Tintin, non, si je dis pas de bêtises? Je ne sais pas, je ne saurais pas confirmer ça, mais en tout cas, c'est vrai que finalement, c'est un album dans lequel Tintin ne joue pas le meilleur rôle quelque part, puisqu'il se, il se fait un petit peu balader par ce maître télépathe. Et c'est vrai qu'il, voilà, contrairement à d'autres albums où il a un rôle plus dominant, on va dire. Je sais pas, Pascal, est-ce que tu souhaitais réagir par rapport à ça? Est-ce que tu lisais Tintin dans ta jeunesse? Alors moi, je lisais Tintin quand j'étais beaucoup plus jeune, et puis j'ai lâché assez rapidement parce que je me suis branché surtout sur Flux glacial, les humanoïdes associés, les métal hurlants et tout ce qui est fantastique et SF. Voilà, donc c'est vrai que Tintin, j'ai pas, je pourrais pas trop répondre à ça. Je les connais tous, mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu Tintin. Je suis désolé. Ah non, mais il y a aucun problème. Moi aussi, moi-même, ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu Tintin. J'ai ressorti un album pour justement pour préparer cette émission. Donc voilà. Alors bah vas-y Virgile, je te donne la parole là pour justement nous, nous donner un petit peu quelques exemples de toi, ce que tu observes ou de ce que tu fais là justement dans cette bande dessinée Disney, hein, justement. Donc c'est pas du Tintin, c'est encore autre chose. C'est d'ailleurs dans le Disney, on trouve du bon, mais on trouve aussi du mauvais. On trouve aussi des messages subliminaux. Peut-être qu'on en parlera un petit peu ce soir. Alors, il y a Eric qui essaye de brancher son micro, ce qui nous fait quelques bruits parasites. Je suis là. Ah, Je tu es suis là. là. Ah, formidable. Impeccable. Bon, ben c'est formidable. Eh bien, écoute, on est content que tu sois là avec nous. On va continuer, puis on va revenir à Pascal tout à l'heure, mais bien ton micro en muet. Donc voilà, Virgile, allez, vas-y, raconte-nous un petit peu justement, puisque l'émission, en fait, elle est, comment dire, la jeunesse de l'émission, elle a émergé avec toi et avec ce que tu fais au quotidien. Oui, c'est vrai. Bah, de la divulgation, ça s'inscrit dans le processus de la création de la bande dessinée. À la base, il y a l'idée qui vient principalement, du scénariste ou alors c'est une commande de l'éditeur, mais c'est quand même le scénariste qui va, décider de quoi va parler la BD, on donne un thème. Bon après il y a des échanges avec le dessinateur, ça j'en reparlerai peut-être, mais on va partir sur un thème et on se dit: «Il faut que ça plaise aux enfants». Donc on va parler de mystère, d'aventure, Heu, pas mal, d'extraterrestres, de science-fiction, des petites choses qui éveillent un peu, la curiosité, on va dire. Et au moment où je dis ça, j'ai ma télé qui s'allume toute seule, c'est très amusant. Bref, hem, donc oui, moi je vais vous donner un exemple, très concret. Je suis chargé d'une double page de BD en tant que scénariste dans le magazine, Mickey Parade. On appelle ça la page des énigmettes où c'est, la plupart du temps, c'est Mickey, alors il peut être accompagné de ses neveux, Jojo et Michou, ou de son copain Dingo, ou de sa fiancée Minnie, ou des fois tout le monde en même temps.
et à travers des jeux de mots, on essaye de faire deviner des petites choses façon énigme du père Fouras dans Fort Boyard, si vous voyez le genre. Et moi, on me donne un thème, on me dit: «Voilà, tel prochain numéro, ça va être l'écologie». Bon, OK, on me dit écologie, très bien. Je réfléchis à des choses, des mots en rapport avec la terre, préservation de l'environnement, blablabla, faut sensibiliser les enfants, on connaît le discours et bah, je vais mettre en place 2 pages. Je vais faire ce qu'on appelle un rough ou un storyboard. Donc là, bah, je peux vous glisser un exemple. Hop, voilà. Moi, j'écris tout, je dessine pas, j'écris tout. J'ai dit: «Page 1, case 1, il se passe tel truc. Mickey dit ça, Minnie répond ça». J'envoie ça à mon dessinateur qui me dit: «Ouais, pas mal ton découpage». Bon, le dessinateur, lui, il a l'œil graphique et il voit comment ça se passe. Il dit: «Bon, ta case 1 et 2, je la fusionnerai en une seule grande case». Là, je vous ai mis l'exemple sur révolution vibratoire. C'est le brouillon. Je vois déjà que c'est un brouillon bien avancé et surtout, il contient tous les textes. Donc voilà, et puis après, bon, je suis désolé, j'ai pas retrouvé le brouillon de la page d'énigmette en couleur sur la Terre, mais là, je vous montre ces pages en couleur qui sont très belles, parce qu'en plus on a un beau coloriste. Bah, tu me diras ce que tu en penses, Pascal. Bon, c'est très classique, hein, et là, le thème donc c'était, préservation de l'environnement et là, c'est un petit être élémentaire qui parle de sauvegarder Gaïa, qui a été malmenée, tout ça et je m'étais dit: «Ah, c'est sympa quand même, bah, de donner le nom Gaïa aux enfants qui connaissent pas forcément et de les sensibiliser à la terre qui a mal quand on la pollue, quand on la salit» et des petites choses, là, vraiment qui partent, du scénariste à la base. Voilà. Et la notion de confédération des élémentaires, c'est toi qui la donne justement? Oui, D'accord. oui, Ouais, le donc mot tu confédération n'était pas un hasard, bien sûr, n'était pas un hasard. D'accord. Alors je sais pas si vous voyez, effectivement, il faut être en même temps là, du coup, on n'est pas en mode partage d'écran, mais il faut être en même temps sur le chat Révolution vibratoire où ah oui, Virgile nous passe quelques planches de bande dessinée. Non, non, mais c'est bien aussi comme ça. Donc voilà, cet être élémentaire qui parle, Mickey et Dingo, au nom de la Confédération des élémentaires, merci d'être venus. Le temps presse, j'ai besoin de votre aide afin de calmer Gaïa et l'empêcher de frémir à nouveau. Donc là, typiquement, on est sur de la, on va dire, de la divulgation douce, de la oui. sensibilisation même en réalité, mais vraiment volontaire, puisque c'est en fait c'est toi qui es derrière. Et puis il y a des cristaux un petit peu partout d'ailleurs, des cristaux colorés tout autour. C'est assez sympa, Oui, ça ça donne. j'avais demandé ça au dessinateur, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ouais, vas-y, continue. Donc voilà un exemple, concret de, là où il y a vraiment une volonté de sensibiliser, on va dire. Puis même à la fin, on voit Mickey qui prend, son globe terrestre et qui lui fait un câlin, pour en prendre soin, donc petite idée de, bah, comme tu disais, Hervé, de sensibilisation. Donc ça, Bon, c'était mon exemple. ouais, Oui, vas-y. on est loin. Non, non, mais pour impliquer un petit peu Pascal, mais c'est vrai que vous êtes de deux mondes différents finalement, mais on est loin de fluide glacial. Je sais pas ce que tu penses, Pascal, de ça aussi. C'est pareil, le journal de Mickey, ça a pas Ben, dû te passionner bien longtemps. disons que moi je suis avec mon téléphone, donc je vois rien en ce moment. Est-ce que j'ai pas eu l'occasion de voir quoi que ce soit? Est-ce que je dois régler quelque chose, peut-être, appuyer sur le bouton caméra? Voilà, si je peux me permettre. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être, Virgile, c'est que euh, si tu te sais que tu te mettes en mode partage d'écran, mais fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'informations, je dirais privées qui apparaissent. Mais à ce moment-là, je pense que Pascal et n'importe quelle personne qui est sur son smartphone pourrait voir en même temps si tu te mettais en mode partage d'écran. Après, ça dépend du nombre de planches que tu as à montrer, mais hmm, En bon, théorie, enfin, ça voilà. doit arriver sur mon téléphone, c'est ça? Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, Virgile, tu peux essayer la manip ou bien ça te semble trop hasardeux? Bon, non, tu réponds pas. Bon, tu es en micro fermé, hein, Virgile. Bon, bref, enfin Ah, voilà. c'est pour ça. Oui, non, je disais, oui, souhaite enregistrer l'écran, bah, vas-y. Oh purée, oh là là, j'ai mon Mac qui veut que je configure tout. Bon, désolé pour nos auditeurs, mais c'est vrai Oui, que j'ai jamais fait de partage d'écran. montrer des planches de BD, c'est pas forcément simple.
Voilà, bon, on est désolé, mais en tout cas, elles sont à la fois sur Révolution Vibratoire et sur Victoria Luminis. Vous pourrez les consulter. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Ce petit, j'aime bien. Donc, la confédération des élémentaires, c'est très sympa. Est-ce que tu aurais d'autres exemples? Alors, moi, je me souviens, tu m'avais envoyé ça à un moment donné. Donc, vous connaissez tous dans notre milieu. Donc, la Terre n'est pas plate. Non, je suis désolé pour les platistes. La Terre n'est pas plate. Bon, voilà, après, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Par contre, la Terre serait peut-être bien creuse. Et d'ailleurs, nous avons de célèbres explorateurs puisqu'ils sont partis à la découverte de cette Terre creuse. Et parmi eux, donc, une personne qui s'appelle l'amiral Byrd. Peut-être en avez-vous entendu parler, je crois que c'était un aviateur qui aurait franchi justement les pôles et qui serait pénétré à l'intérieur de la Terre creuse. Et alors, à un moment justement, dans une de tes bandes dessinées, il est question d'un personnage qui vient de l'intérieur de la Terre. Hein. C'est bien ça, Virgile? Vas-y, raconte. Oui, tout à fait. Alors, c'est là où c'est drôle parce que c'est une histoire où Donald est, livreur, UPS là, enfin, il est livreur dans le monde et il travaille pour Picsou et il dit, «Laisse-moi une dernière chance, même si c'est la livraison la plus dure du monde, je la ferai, mais ne me renvoie pas». Et Picsou lui dit: «Bah, si tu veux, mais là, j'ai un colis envoyé, ça se passe, c'est pour une base de recherche en Antarctique». Bon, pôle sud, quoi. Et bah, il prend son avion, il y va, il dort pas, il vole de nuit et tout. Il arrive et il est perdu dans un blizzard et il trouve une entrée de grotte et là, il dit: «Oh bah tiens, il fait plus chaud ici», et sous cette enfin, à l'intérieur de il traverse la grotte, il fait meilleur et il rencontre des gens, qui l'accueillent et c'est une sorte, d'Éden, où tout le monde est beau, ils ont tous des colliers de fleurs, ils l'accueillent, et ils vivent en paix avec des dinosaures, tout ce qu'ils mangent, c'est délicieux, ils font la fête, donc c'est une espèce de paradis perdu, et la reine, qui accueille Donald dit: «Mais on a déjà quelqu'un qui vient de la surface». Et cette personne, bon, je vous avoue qu'en anglais, elle avait un nom tout à fait lambda et c'est là que moi, en tant que traducteur, je me suis dit: «Bon, là, c'est la tentation est trop forte, tant pis» et je glisse un petit, clin d'œil. Donc pour ceux qui peuvent suivre sur Révolution Vibratoire, je peux vous mettre le dessin. Hop, voilà et je vais vous faire, la lecture. Il y a la reine qui dit: «Voici» alors le personnage est tout, il a l'air un peu il a une grosse barbe hirsute, un manteau tout rapiécé, bon, il a pas l'air très frais, quoi. Et la reine dit, en présentant ce personnage-là: «Voici Amir Albird. Il vient du monde d'au-dessus comme toi». Et l'autre répond: «Oh salut, je n'avais pas causé avec quelqu'un de la surface depuis des années». Voilà, on a un petit jeu de mots sur, l'amiral Byrd, Et en fait, c'est presque un message subliminal finalement, et c'est toi qui en es à l'origine quelque part, enfin même certainement. Et alors je sais pas après comment après ça peut résonner dans l'esprit d'un enfant qui lit ça. Sans doute qu'il l'aura oublié peut-être 10 ans plus tard lorsqu'il découvrira un livre de l'amiral Byrd. Mais en tout cas, je trouvais ça sympa. Le clin d'œil est vraiment sympathique. c'est ça et c'est comme semer des graines. C'est on plante la graine, dans l'esprit de ceux qui lisent la BD et puis après quand ils retrouveront le nom, bah, ça va fleurir, quoi. Voilà et ce fameux, Amir Albird, en plus je m'étais dit: «Mais c'est génial parce que Amir, c'est le prénom et puis, bah, après, on peut mettre ce qu'on veut derrière, quoi». Donc on avait vraiment le jeu de mots Amiral Byrd et cet, Amir dit il explique à Donald comment il est arrivé là. Il lui dit: «Vois-tu, la terre est creuse et dans sa surface interne se trouve le royaume de Pelgosidor, réchauffé par le noyau terrestre. Celui-ci agit un peu comme le soleil le fait à la surface». Et ça, le scénario là, c'est toi, non? Non, 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 pas du tout. Là, sur cette BD, je n'ai fait que la traduction. Tu n'as fait que C'est la une BD traduction, mais danoise, c'est et les ça. Danois produisent beaucoup de BD, mais ils les vendent, à l'exportation en anglais et nous, on les traduit de l'anglais au français. D'accord, donc la terre creuse, ça vient des Danois, donc voilà. Mais comme tu le disais tout Oui, à l'heure, tout à voilà, fait. forcément, on cherche des sujets qui intéressent. Mais la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est pourquoi on a besoin finalement de ces sujets-là pour intéresser les enfants après tout, hein? Pourquoi a-t-on besoin d'aller chercher dans la terre creuse et les ovnis pour pouvoir intéresser les enfants? C'est la question qu'on peut se poser. Tout à fait. Hem et bah, ça fait partie des thèmes qui sont, réguliers dans le monde de la bande dessinée, hein, on a la science-fiction et les aliens. Alors, on a d'un côté, on a quelques BD, d'aliens menaçants, méchants, ceux qui veulent envahir la Terre et aller défendre mais je vous avoue qu'on en a de moins en moins.
Là, c'est de plus en plus les extraterrestres sympas ou par exemple, je me rappelle d'une histoire où Donald et son cousin Pop-Up, le farfelu, ils repèrent quelqu'un qui agit bizarrement et ils voient avec des lunettes qu'en fait, c'est des extraterrestres. Il y a des personnes extraterrestres qui sont infiltrées dans la population. Et ces extraterrestres, quand ils sont repérés, ils s'enfuient. Et Donald, il dit, mais on est envahi, on est en danger. Et finalement, il se retrouve embarqué dans un vaisseau et il y a un grand chef peut-être pas une confédération, mais quelque chose comme ça, parce qu'il y a plusieurs peuples, et qui dit, non, non, vous n'avez pas compris, votre planète, c'est un bijou et c'est une destination touristique de rêve qui est située dans un endroit unique de la galaxie. Et nous, ce qu'on fait, on aime bien venir y passer nos vacances. Donc, est-ce que vous acceptez de garder le secret pour qu'on puisse continuer à préserver sa flore, sa faune, ses habitants? Et Donald et Pop-Up reviennent sur Terre en disant, ah on va travailler à ce que tout le monde vive en bonne harmonie sur Terre, quoi. Alors, j'allais presque dire que c'est un peu le scénario de l'invasion de Los Angeles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, où justement là, le héros du film, il découvre qu'il y a des lunettes spéciales justement qui permettent de voir l'envers du décor et notamment la manipulation justement des populations et que certaines personnes ont des têtes de crânes de squelettes. Donc l'invasion de, de Los Angeles. Donc, mais là, en l'occurrence, ces êtres sont malveillants, donc ils sont parmi nous. Ils ont pris le contrôle justement de la population, mais ils sont parmi nous. Donc voilà, ça me faisait penser, ta petite histoire aurait pu s'inspirer effectivement de l'invasion de Los Angeles, Ah oui, mais oui. aurait pu être et plus édulcorée justement pour les enfants. En tout cas, c'est sympa. Alors, les lunettes pour repérer les extraterrestres, c'est un grand classique. Après, on le retrouve dans pas mal de trucs, hein. Ouais, en fait, c'est les lunettes de, vous vous souvenez de Nadine Touzeau, cette fameuse Nadine Touzeau avec qui on a fait plusieurs émissions, qui peut, voilà, qui peut détecter, par exemple, là, une présence reptilienne derrière une personne. Donc elle a acquis ces lunettes spéciales. Donc je vous renvoie à ces émissions. Alors justement, puisqu'on parle de galactique et puis de galactique positif, Pascal, je te remets sur le devant de la scène si tu es pas loin. Oui. Voilà, toi, c'était un spécialiste de ça, en fait, en réalité. Alors moi je vous écoutais, surtout ce que disait Virgile par rapport aux petites graines que peuvent planter les bandes dessinées au sujet de la divulgation. Et ça me renvoyait pas mal d'années en arrière. Pour dire, je suis allé jusqu'en troisième à l'école et avant de quitter l'école, j'avais acheté des bandes dessinées. Il me semble que c'était Dargaud qui publiait ça. Et je me souviens qu'il y avait un album qui traitait sur les rencontres de Adamski avec, apparemment à l'époque, il les citait comme des Pléiadiens. Et j'avais acheté aussi un autre album qui racontait l'histoire d'une famille dans la campagne américaine dont la maison avait été envahie par des êtres, alors je sais pas s'ils sont galactiques ou pas, qui étaient tout noirs avec des yeux rouges. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette histoire. Non. Et moi, ça m'a déployé carrément cette envie d'en connaître un petit peu plus sur tout ce qui est divulgation et sur le monde de l'étrange et de l'inconnu. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que pas mal d'années après, quand j'ai eu connaissance de ce qu'on appelle la société du Vril avec les programmes spatiaux qu'avaient développés les Allemands, j'ai trouvé tout à fait spécial. Je me suis retrouvé devant des soucoupes volantes allemandes qui avaient exactement la même forme que celle dans la BD de Adamski. Et avec le recul, je me demande si Adamski, justement, il n'a pas rencontré les Allemands à l'époque. Voilà, et ces fameuses soucoupes volantes en forme de cloche. Et voilà, je voulais dire ça parce qu'effectivement, les petites graines, comme disait Virgile, sont certainement semées chez les enfants quand ils lisent des albums ou des bouquins sur la science-fiction, et ça donne effectivement envie d'en savoir plus. Et je Et chez pense que toi, oui, moi, ouais. ça a déclenché vraiment toute ma vie. J'ai fait des recherches, surtout sur les civilisations, j'ai toujours été gourmand de ça. Voilà. Et puis ça doit initier aussi l'envie, peut-être, de mettre en image certaines choses pour développer chez les autres ce sens de la recherche pour eux-mêmes.
Voilà, et chez toi, ça a fait finalement, ça a fait pousser un arbre, et puis l'arbre a donné d'autres arbres, et au final, ça a donné une forêt, en fait. Finalement, cette petite graine qui a été semée quand tu as quitté la troisième. Ah oui, oui, et puis en plus, bon, maintenant, comme je disais tout à l'heure avant l'émission, ce que m'a proposé Eric de mettre en image correspond tout à fait à ce que je souhaitais faire inconsciemment. Et puisque je me suis dirigé, moi, vers la peinture par défaut de la bande dessinée, puisque c'est quand même, c'est c'est pas très accessible, la bande dessinée. Il y a tellement de jeunes talents et de gens qui, euh, qui bossent tellement bien, il y a tellement de beaux albums, c'est assez bouquet comme truc, c'est bloqué, quoi. Voilà, et là, j'ai l'opportunité de mettre en image des choses qui me résonnent complètement. Merci, Eric. Et par rapport au galactique, justement, donc que tu représentes, parce que tu as fait beaucoup de peintures finalement de galactique, est-ce que tu peux nous dire en fait justement quel modèle tu prends en fait? Est-ce que tu as des visions par rapport à ça? Enfin, je sais pas, tu le fais de façon inspirée. Est-ce que tu Alors, pourrais nous parler de ça? c'est assez incroyable. Les 17 tableaux, entre guillemets, que j'ai fait sur les galactiques et que tu connais, ça a été comme un appel. Ça m'est venu il y a 2 ans. Tout d'un coup, j'ai eu un appel intérieur qui a fait que il a fallu que je fasse ces choses-là. Je n'ai aucun renseignement, je n'ai aucune notion vraiment à ce quoi il représente. Par contre, j'ai traduit dans ces tableaux une énergie, et j'en suis persuadé. Et j'ai eu cet appel pour les créer, et ça a été réalisé en étant totalement gratuit, et avec le désir que ça soit diffusé au maximum. Ce qui fait que je les ai publiés sur Internet en disant à tout le monde que les gens pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Voilà. Mais pour C'est ça, très j'ai gentil de ta pas part. vraiment d'explication. Ben non, 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 ça a été un appel. C'est voilà, il fallait que ça se fasse. J'ai pris un pied considérable à faire ça. J'ai appris de la technique puisque au départ c'est du dessin que je fais, des crayons, des crayonnages que je fais sur papier. Et par contre après je fais la couleur au niveau informatique avec Photoshop, avec GIMP et tout, mais en utilisant les outils brosse, pinceau, aérographe qui sont fournis dans les logiciels. Donc, même si j'ai dans mes doigts un stylet et non un aérographe ou un pinceau, j'ai vraiment le sentiment de dessiner sur une feuille, carrément. Voilà, mais ça a été un appel. Je ne saurais pas l'expliquer. Cet appel est arrivé, je me suis exécuté et je pense que je vais en refaire d'autres. Voilà, mais c'est là, maintenant, c'est comme des graines. C'est planté sur le net, je ne sais pas où ça va. Des gens m'ont demandé s'ils pouvaient les utiliser. C'est fait pour ça et j'ai l'impression que ce sont des graines, ça aussi. Alors Voilà. Après, justement, moi oui. je pense que c'est vraiment, effectivement, c'est vraiment inspiré parce que il y a une personne qui a fait. Alors, vous allez dire, on recoupe les sujets, mais ouais, c'est aussi le but de Radio Pléiade. Une personne qui a fait une séance de chambre à tachyon. Bah, puis après tout, Eric est notre représentant justement chambre à tachyon ce soir. Eh bien, en fait, a eu à un moment, a vécu justement une sensation où il y avait des êtres, en fait, des êtres sympathiques qui lui envoyaient en fait des billes bleues. Comme alors on ne sait pas trop pourquoi, pour la guérir, pour la marquer, pour je sais pas trop quoi, pour la réconforter, j'en sais rien. Mais voilà, c'est des billes bleues qui sortaient des mains comme ça. Et je me souviens que, non, alors si c'était possible d'ailleurs de le mettre, si Cindy, tu pouvais la retrouver, cette image-là. Alors les billes sont pas bleues en l'occurrence, mais en tout cas on voit que là tu as il y a un galactique. Alors il a les doigts un petit peu crochus, ça me fait un petit peu peur, mais ça c'est ma sensibilité. Mais il est en train de soigner un animal justement avec des petites billes de lumière. Et du coup je me dis bah finalement c'est peut-être vraiment comme ça que ça se passe. Et toi comme tu as senti un appel, bah finalement tu as représenté les choses comme peut-être ton intuition supérieure justement t'a suggéré de les représenter peut-être, je ne sais pas. Alors, il me semble bien que j'ai créé ces tableaux après ma visite chez Eric. Justement, là, c'est là que j'ai fait connaissance d'Eric en étant client chez lui.
Ça, c'est énorme, ça. Bah, là, c'est énorme. Ouais, non, mais là, c'est merci Eric. C'est-à-dire que moi, les chambres à tachyon, c'est une chose dont j'avais entendu parler depuis des années, enfin depuis pas mal de temps. Il n'existait pas en France. Je savais qu'il y en avait très peu dans le monde. Et à l'époque où je suis allé chez Eric, je venais d'apprendre qu'il en existait une en Suisse, il me semble. Il y en avait une en Angleterre. Et ensuite, il y a eu celle d'Eric. J'étais pas au courant qu'il y en avait une seconde, celle de Gwen. Il me semble que c'était juste avant Eric. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris rendez-vous chez Eric. Et j'ai fait 6 séances d'affilée. Voilà. Et d'ailleurs, si un jour j'ai l'occasion d'en parler, j'ai eu des ressentis incroyables. Et à chaque séance, des ressentis, qu'ils soient visuels, au niveau du corps, enfin, des choses extraordinaires. Voilà. Et il me semble bien que j'ai fait ces trucs galactiques après. Ah, c'est énorme, c'est super. Alors aujourd'hui, des chambres à tachyon, il y en a plus de 30 en France, hein, et puis il y en a, Là, je il sais plus, paraît. il y en a. Ouais, il y en a. Bah, Eric, allez, vas-y, tiens, monte sur la scène. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je suis Eric, j'ai la chambre à tachyon qui est du côté de Chinon, hein, entre Poitiers et Tours. Et je vais rebondir un petit peu sur ce que les gens voient, en effet, de temps en temps, comme des êtres qui les soignent. Maintenant, avec le temps, on peut parler un petit peu de ça, mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont cette sensation d'être dans un cocon. Je dirais que j'ai eu entre 20 et 30 témoignages de ce type-là. Et il y a des êtres, des ombres qui leur travaillent les corps, je dis bien les corps, parce que ça peut être des sensations physiques ou des sensations éthériques. Et il y a des réajustements. Voilà, et comme s'il y avait vraiment un télétravail énergétique qui était fait, comme s'il y avait des entités qui opéraient à distance et qui remettaient de l'ordre dans tous les corps. Dans tous les corps. Et bon, après, c'est l'info qui a été confirmée par l'inventeur des chambres. En effet, c'est relié à... C'est pas un secret, maintenant, on peut le dire. C'est relié à un vaisseau pléiadien qui travaille à distance. Et la question qu'on avait posée à Cobra lors de la dernière ou du dernier interview, parce qu'il n'y a pas de genre pour interview, la question qui était posée, est-ce qu'il y a une équipe de pléiadiens par chambre? Et la réponse était oui. Alors, ça peut paraître perché, mais en tant que gardien de chambre, avoir entendu ça pendant 2 ans et demi, de temps en temps, et puis avoir cette information, il y a une cohérence qui est très forte. Et ce qu'a vécu Pascal, en fin de compte, je dirais que c'est pas un hasard. C'est pas du tout un hasard. Ok, super. Bon, on s'éloigne un petit peu de la bande dessinée. Certains pourront nous reprocher ah, ça y est, vous en revenez toujours aux chambres à tachyon. Ben oui, mais en même temps, maintenant, la communauté des chambres à tachyon, elle grandit de jour en jour, donc c'est toujours intéressant d'en parler. Mais voilà, bon, on va revenir à la bande dessinée. Et puis on reparlera tout à l'heure justement du projet là que tu as initié là avec Pascal. On va encore garder le mystère encore quelques temps. Et on va revenir à Virgile. Virgile, est-ce que tu aurais justement d'autres exemples? Et Bien sûr. voilà, je t'en prie. On peut rester avec nos extraterrestres. L'année dernière, il y a eu une série qui est parue dans Mickey Parade qui s'appelait Les Feuilles Rouges, où c'était un groupe il y a des extraterrestres gentils et technologiques qui sont petits, et ils se font envahir par une race agressive d'extraterrestres et qui ressemble à des lézards. Alors, Cindy, si tu veux mettre l'exemple feuille rouge 1, si tu le retrouves. Alors, toute correspondance avec des personnages existants réellement est purement fortuite. C'est ça qui est drôle. Et donc, les petits extraterrestres, les gentils, enfin les pauvres victimes, hein, ils se font malmener. Et il y en a un qui réussit à s'échapper. Il arrive sur Terre à travers un portail. Et c'est un être hyper intelligent, mais comme il n'est pas plus grand qu'un enfant, il s'infiltre dans la classe de Jojo et Michou, les neveux de Mickey. Il apprend qu'ils jouent de la musique, et dit « Ah, mais vous faites de la musique, tout ça c'est des vibrations, et vos vibrations, j'ai qu'à les amplifier avec mon cristal, comme ça je vais pouvoir contacter mes copains sur ma planète. » Donc, l'histoire, elle parlait de vibrations, de musique, d'amplification à travers les cristaux et d'ouverture de portails. Sachant que les méchants, c'était des gros extraterrestres
de type dinosaure, saurien ou reptilien. Voilà, je dis ça comme ça. Là, je vous ai mis des exemples. Bon, il n'y a pas les textes, c'est juste les planches. Là aussi, les couleurs sont magnifiques. Ah oui, je voulais dire, Pascal, je trouve tes couleurs vraiment super belles. Voilà, je suis très sensible aux couleurs. Donc ça, c'est un autre exemple d'extraterrestre, en fait. Ce qui est en train de se Sinon, passer là sur les planches là, que tu nous montres, là, oui, ces extraterrestres reptiliens, donc qui ont 3 yeux rouges d'ailleurs, c'est vrai que ça fait pas très sympathique. Ils envoient des ondes sur les êtres humains, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est du et arc? bah, C'est du ouais, c'est assez bizarre, mais c'est parce qu'en fait, il y a une grosse tempête au-dessus de Mickeyville, là où s'est réfugié le petit extraterrestre, et ils le recherchent. Donc, ils concentrent et canalisent l'énergie vers ce point-là pour le retrouver précisément. Et sur Terre, tu as la bande des ados qui joue de la musique sur scène et qui renvoie les ondes pour que sur la deuxième planche, là, on voit, il y a le petit extraterrestre qui grimpe en haut de la scène et il essaye de tendre la main à ses copains qui sont mis en file indienne, quoi. D'accord. Bon, intéressant, Donc voilà, intéressant. j'avais trouvé ça sympa niveau divulgation douce, là aussi. Ça abordait plusieurs petits thèmes en même temps. Ouais. Mais alors moi, pour connaître justement un enfant qui lit beaucoup de Picsou et de Mickey, je peux vous dire que ce n'est pas un phénomène exceptionnel, hein. De la divulgation. Alors après, c'est toujours pareil, hein, pour monsieur et madame tout le monde, c'est vu tout simplement comme des scénarios attrape enfants ou des scénarios qui sont un petit peu extraordinaires. Mais quand vous y regardez bien, des aspects énergétiques, voilà, les ovnis, les mondes parallèles, les choses comme ça, on en voit partout en fait, hein. Moi, enfin, j'en Absolument. vois très souvent. Tout à fait. Alors sinon, en thème, on a, alors il y a une autre série qui s'appelle, cette fois c'est dans Super Picsou Géant, qui paraît régulièrement. Donc vous prenez un Super Picsou Géant, vous avez de fortes chances de le retrouver. Ça s'appelle Agent Double Duck ou Donald et Agents Secrets. Et là, par contre, c'est des complots gouvernementaux. Ils travaillent pour une agence de contre-espionnage qui s'appelle l'Agence. Et là, il y a des projets secrets, notamment de contrôle du temps, où on se sert de la météo comme d'une arme. Voilà, ce genre de petites choses aussi qui sont dans la divulgation, mais plus militaire, on va dire, ou voire géopolitique aussi. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Et Donc là, on donc, est aussi dans la divulgation, mais c'est plus extraterrestre, là, c'est autre chose, c'est projet militaire secret. oui, oui, mais on est dans le thème, la divulgation à travers la BD. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi je dis, si vous êtes parent et que vous avez des enfants voilà, qui lisent des bandes dessinées, intéressez-vous au contenu de ces bandes dessinées parce que ça peut être aussi une occasion pour vous de faire passer des petits messages complotistes ou pour se dire, bah, finalement, ce qu'il raconte dans ta BD, peut-être qu'il y a un fondement de vérité. Allez donc savoir. Allez donc savoir. Ah, qu'est-ce que tu penses de Euh, ça? Ouais. oui, non, bah, je peux encore donner d'autres exemples, hein, ou si tu veux, on passe à autre Vas-y, chose, j'ai pas vas-y, de... ouais, vas-y, continue, ouais, et puis après on passera à Pascal. Ouais, Vas-y. alors j'en ai un précis. Euh, c'était très drôle parce que c'était Riri, Fifi et Loulou qui allaient voir leur copain Géo Trouve-Tout, l'inventeur. Alors Riri, Fifi et Loulou sont les neveux de Donald, hein, ils font partie du club des Castors Juniors, qui est un peu un club scout de référence. Et ils vont voir leur copain Géo Trouve-Tout, l'inventeur, qui les envoie en mission dans le temps. Donc là, on a le thème des voyages dans le temps. Et je me souviens d'une bande dessinée, bon, c'était il y a une dizaine d'années, malheureusement, j'ai pas retrouvé le numéro du magazine, mais ils partaient enquêter sur le mystère de la grosse explosion qui a eu lieu dans la Tunguska. Alors, est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Ouais, ouais, Et ouais, ouais. Mais bien sûr, et d'ailleurs on a évoqué dans l'émission précédente, donc dans deux, oui, je crois, ou deux émissions précédentes en fait où on était avec Revue Citoyenne, on parlait des expériences de Tesla et d'après certaines informations et notamment des informations qu'on peut trouver dans les fameux livres jaunes, eh bien le Tunguska en fait ce serait pas une météorite qui se serait écrasée, mais ce serait une expérience de Tesla qui a mal tourné, son fameux rayon de la mort, voilà, qui est parti, on va dire, un petit peu loin et qui aurait créé cette explosion. Je ferme la parenthèse. ben, c'est un peu ça, parce que Riri, Fifi et Loulou, ils aident un inventeur sur place
à tester un rayon. Mais alors, c'est là où c'est drôle, c'est qu'ils ont fait un peu le mélange, parce qu'effectivement, une météorite qui se précipite sur l'endroit, mais le rayon de la mort est pointé sur la météorite pour la faire exploser. Et ça, c'était dans l'histoire. Et ça a fait la grosse explosion, et voilà, et Riri, Fifi, Loulou sont contents d'avoir résolu le mystère, et ils retournent dans leur époque. Mais Alors, Nikola Tesla n'était pas cité, hein. Nikola Tesla n'est pas cité, ouais. D'accord. En tout cas, ça nous parle bien. Alors moi, j'aurais voulu. Alors c'est de la, enfin, ça a été de la bande dessinée et ça a été aussi des dessins animés. Et avant d'être tout ça, avant d'être de la bande dessinée et des dessins animés, ça a été un roman de science-fiction. Et parfois, les romans de science-fiction aussi sont franchement inspirés. Et je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui s'appelle Edmond Hamilton. En fait, il a donné naissance à un personnage qui s'appelle Curtis Newton, mais sous ce nom-là, vous ne le connaissez pas. Par contre, si je vous dis Capitaine Flamme, je pense que ça vous parlera un peu plus, hein. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vu ces dessins animés, ou avoir lu les bandes dessinées, j'en sais rien. Et en réalité, il y a énormément de divulgation dans les écrits de justement d'Edmond Hamilton. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a un petit peu d'Edmond Hamilton dans le scénario de La Guerre des Étoiles, parce que Edmond Hamilton, en fait, son épouse, Edmond Hamilton, a participé au scénario du Retour du Jedi. Donc en fait, de fil en aiguille, vous voyez, partant d'une inspiration d'un personnage inspiré, connecté, hein, qui pourrait être un contacté finalement, qui pourrait être une personne aussi qui fait, qui canalise quelque chose, j'en sais rien. Ça donne naissance à un roman, et puis derrière des bandes dessinées, des dessins animés, et puis on inspire des films, et de fil en aiguille, on retrouve finalement des éléments de divulgation un petit peu partout. Ça essaime un petit peu partout. Donc voilà, en tout cas, moi je vous recommande cet auteur qui est très très intéressant, Edmond Hamilton. Et dans Capitaine Flamme, par exemple, comment dire, le projet Bluebeam, en fait, à un moment, il est clairement évoqué à travers justement une fausse planète qui va s'écraser justement sur une autre planète pour faire peur à la population, pour pouvoir prendre le contrôle de la population. Et en réalité, c'est juste un hologramme projeté, cette fausse planète. Donc là, on a un des éléments du projet Bluebeam. Donc il y a des choses comme ça. Capitaine Flamme est beaucoup moins, je dirais, enfin, voilà, est beaucoup plus profond sur certains aspects que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, le petit incartade que je voulais faire pour ma part. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Bah, disons que dans le cinéma, tout est dit, en fin de compte, hein. Dans n'importe quel film, que ce soit pour divulguer des choses ou alors pour carrément diaboliser certaines choses au risque que les gens les découvrent, pour qu'on dise aux gens tu regardes trop de films et tout ça, mais je crois que le cinéma est la première source de divulgation. Maintenant, chacun de se faire son ressenti par rapport à ça. Mais c'est incroyable, parce que surtout à l'époque où on vit maintenant, que les divulgations sortent, doucement, certes, mais on retrouve tout, et tout ce qu'on apprend maintenant, on l'a déjà vu, du moins au cinéma, sous une forme ou sous une autre, ça c'est clair. Alors ça, c'est en fait justement, c'est assez ambigu. Alors c'est un débat, on pourrait faire un débat là-dessus. C'est-à-dire que, parce que bon, d'ailleurs souvent il y a l'armée qui est derrière les scénarios des grands blockbusters américains. Donc en fait c'est un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut dire d'un côté que ça nous prépare d'une certaine façon, que ça nous habitue à certaines idées, ouais, au premier contact ou des choses comme ça. Encore que c'est souvent des premiers contacts négatifs qu'on nous montre au cinéma. Mais ça pourrait être vu aussi comme une façon justement de démonter et de décrédibiliser ces sujets, parce Oui, que à partir du moment, vous savez, vous vous souvenez de cette fameuse série V là, avec justement ces reptiliens là qui envahissent la planète mais qui ont des apparences humaines. Et ben à partir du moment justement où on veut parler des reptiliens, les gens font référence à cette série-là, et puis ils vous disent tout simplement, tu regardes trop la télé, tu vas trop au cinéma, voilà, c'est bon, on connaît le scénario, on l'a vu à la télé, quoi, point. Et ça clôt le sujet, et finalement ça nous empêche de discuter du sujet de manière sérieuse et argumentée. moi je vais faire référence par exemple à Star Trek vs La Guerre des Étoiles.
où sur la guerre des étoiles, on voit le côté obscur bien souvent de la Force, alors que au niveau de Star Trek, il est tout le temps cité les lois de l'univers avec le libre arbitre et voilà. D'ailleurs, la guerre des étoiles, moi j'ai un peu de mal avec ça. Star Trek, j'adore. J'adore la philosophie et comme elle devrait l'être, quoi. Et toi, Virgile, tu es plus Star Trek ou Guerre des Étoiles? Et bah, à ma grande honte, j'ai jamais trop regardé Star Trek et la guerre des étoiles, je l'ai plus subi qu'autre chose, donc je ne serai pas de bons conseils là-dessus. Dans quel sens tu l'as subi? Je regardais, mais bon, moi, ma SF préférée, ça reste Dune, donc voilà, moi je suis plus, je préférais les histoires de Dune où il y a pas du tout d'extraterrestres, curieusement, que, la guerre des étoiles ou Star Trek même. À la limite, je préférais Stargate, j'avais commencé à regarder, mais parce que là aussi, je crois qu'il y avait pas mal de divulgation là-dedans. Alors oui, on s'éloigne de la bande dessinée, mais vous savez, nous, à une époque, on vous a parlé du marteau de Thor, un des instruments qui serait utilisé justement par les forces de la lumière pour éliminer les entités négatives à la surface de la planète. Et ben, cette technologie, donc le marteau de, euh, oui, enfin le marteau de Thor, il y a un autre nom. Elle est clairement, elle fait, c'est le sujet d'un des épisodes justement de cette série Stargate, Stargate SG1, ouais, c'est ça. Donc voilà, bah, bien sûr, on va encore trouver, bah, et puis ces notions de portail finalement, quelque part, hein, c'est pareil, ça a popularisé cette notion de portail. Donc Stargate, il y a énormément de divulgation dans les séries Stargate, hein. Moi, j'en suis convaincu, avec la coopération avec les militaires, etc. Alors, on peut introduire un petit peu d'interactivité avec nos auditeurs. Nous ne l'avons pas encore fait. Bientôt 1 heure d'émission. Donc, nous sommes un peu plus de 70 personnes justement ce soir là, sur Radio Pléiade. Est-ce que vous auriez éventuellement des exemples vous-même à donner peut-être de divulgation justement dans la bande dessinée et puis ou poser des questions à nos deux invités. Alors Fable Lab, vas-y, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Si tu veux bien activer ton micro, nous sommes à ton écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bah, ce soir, c'est vraiment un thème qui me branche bien parce que c'est clair que les dessins animés, la bande dessinée, donc les choses plutôt destinées au jeune public, c'est quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous, je pense, ont titillé notre curiosité et nous ont donné un petit background pour venir là où on est aujourd'hui. Et moi, je voulais revenir sur un dessin animé moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est Les Mondes Engloutis. Donc, Ah avec oui, cet oui, oui. adolescent Bob et Rebecca, sa petite sœur, qui donc se perdent dans des grottes et sont amenés dans une aventure extraordinaire, justement vers le centre de la Terre, où il y a un autre soleil, le soleil interne, qui s'appelle le Shagma, et qui est en train de s'éteindre. Et donc, c'est toute une quête à travers des mondes avec des espèces différentes, les fameux pirates aussi. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué et dans lequel je trouve énormément de résonance avec le sujet certains sujets qu'on aborde ici dans cette émission, puisqu'on parle vraiment bien d'êtres sous la surface de la Terre, qui sont plutôt bienveillants et qui sont en danger. Donc voilà. Merci, merci. Bon souvenir de cette belle série. Ouais, bah super. Alors moi, c'est une série que je connais pas bien. Je sais pas, Virgile ou Pascal, si vous souhaitez réagir par rapport à ça. Alors moi, je voudrais parler aussi de la BD. Tout à l'heure, j'ai parlé de Métal Hurlant, les humanoïdes, Fusée glaciale, que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Mais bizarrement, j'ai oublié de citer Marvel. Et Marvel, c'est quand même un gros phénomène. C'est-à-dire que moi, j'ai 60 ans maintenant. J'ai un mur entièrement fourni de figurines de Marvel et ça ne m'a jamais quitté de ma vie. Par exemple, quand je fais
des décorations dans des chambres chez des particuliers. Je fais ou des Disney ou des mangas ou alors des Marvel. Et bizarrement, je me retrouve maintenant avec des jeunes qui ont maintenant 20, même 30 ans, et à qui j'ai fait des Marvel dans leur chambre et qui ont toujours conservé leur peinture. À l'instar de tout ce qui est décoration Walt Disney et tout ça, au bout d'un moment, avec l'âge, ça passe. Et les gamins changent. Et Marvel, c'est assez bizarre parce que avec cette montée en énergie, on est en train de découvrir qu'on est bien plus que ce que l'on pense, qu'on a des... Alors, je saurais pas employer le mot, je dirais pas des facultés ni des pouvoirs, mais on a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut développer. Et voilà, je voulais parler de Marvel parce qu'on a toujours eu le sentiment, nous qui aimions ça, d'avoir des super pouvoirs, même si on avait l'impression de rêver. Et maintenant, avec les temps qui courent, on s'aperçoit que c'est pas si faux que ça. Alors, je parle pas de voler ou de lancer des rayons, mais voilà, je voulais citer Marvel parce que c'est vrai que dans le domaine de la bande dessinée, c'est pas vraiment de la divulgation, mais ça a quand même un côté assez singulier par rapport à ça. Ah, mais si, mais c'est très intéressant Voilà. justement, je suis content que tu en parles. Et d'ailleurs, avant de faire des films, des gros blockbusters, c'était de la bande dessinée, hein. L'origine du Ah Marvel, c'est oui, vraiment la bande dessinée. moi j'étais abonné à Strange, je recevais mon Strange tous les mois à la maison. D'ailleurs j'étais en colère parce que mon facteur il me le plie en deux pour me le mettre dans la boîte aux lettres. J'avais un peu les boules à chaque fois, quoi. Mais je sais que quand j'étais gamin, j'attendais avec impatience tous les mois mon Strange dans la boîte aux lettres et ça ne m'a jamais quitté. Jamais. Et les gamins maintenant sont fous de Marvel. C'est Alors, bah, hallucinant. moi, je réagis par rapport à ça parce que, en fait, justement, à un moment, alors pour les plus anciens, en fait, quand on avait commencé à faire des lives réguliers là sur les méditations, c'était, je sais plus quand est-ce que c'était, tellement c'est loin maintenant, mais c'était il y a 2 ans. Je comparais un petit peu l'équipe justement aux Gardiens de la Galaxie et je vous assure qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre les personnages des Gardiens de la Galaxie et les personnes, comme nous là qui travaillent dans tout ça. Parce que, finalement, on a peut-être beaucoup plus, d'impact et de force que ce qu'on imagine justement dans les plans subtils, notamment en travaillant avec les énergies. Alors effectivement, comme tu dis, c'est pas lancer un rayon de la mort, mais en tout cas, on a beaucoup de puissance. On a développé ce thème-là dans des émissions. Mais en même temps, si vous saviez le nombre de chamailleries qu'il y a dans cette communauté, alors, choisissez de chaminerie, de gaminerie, de chamaillerie, de gaminerie, pardon, et cetera. Enfin, ce que vous pouvez trouver justement, et de bêtises même, ce que vous pouvez trouver dans les Gardiens de la Galaxie. Donc, choisissez votre rôle dans les Gardiens de la Galaxie. Moi, j'ai un petit faible pour le rôle du raton laveur. Je sais pas si vous connaissez ce personnage, mais voilà. En tout cas, c'est sans doute à lui que je m'identifie le mieux. Et je vous assure qu'on peut faire plein de parallèles entre eux et nous. Par le surfeur d'argent, qui venait du cosmos et qui apportait cette puissance et toute cette énergie incontrôlable. C'était mon préféré. Alors le personnage que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le Docteur Strange. Strange. Parce que, alors, en l'occurrence, bon, je reconnais que les Marvel, je les ai aussi beaucoup découverts par le cinéma, mais le premier, hein, je crois, Doctor Strange, qui a été fait, moi je dirais qu'il y a quand même de la divulgation. Il y a quand même des éléments qui sont fortement inspirés de la réalité. De notre réalité bizarre et étrange, et des informations de Cobra. Et à la fin, notamment, il se retrouve face à une entité, une espèce de super méchant, super puissant, qui pourrait être identifié justement à l'entité Yaldabaoth, encore une fois pour ceux qui connaissent, ou bien à un archonte. Et voilà, mais même au-delà de ça, tout au long du film, on retrouve tout un tas d'informations. Enfin, on peut faire des parallèles directs, mais par contre, il faut basculer sur le mode pas juste plan physique, mais plan énergétique. Voilà, les différents plans. Et à partir du moment où on transpose justement sur les différents plans, ben, on se rend compte qu'on a des pouvoirs comparables au Doctor Strange. On fait des rencontres un peu comme lui, on affronte des super méchants un petit peu comme lui, mais pas dans le plan physique. Je ne sais pas si ce que vous en Et sa vie pensez. de toute pièce, en plus. Pardon? On peut créer sa vie de toute pièce. Il suffit d'avoir
Enfin, moi, je suis quelqu'un qui vit dans le moment présent tout le temps. Et c'est la meilleure façon pour activer la loi de l'attraction et beaucoup de choses, parce qu'il y a pas de secret. Je crois que la base et la clé de tout, c'est le moment présent. Faire taire le mental et ne plus être dans le futur ni dans le passé, être dans le moment présent constamment. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Je suis désolé, je Oui, fais un petit oui. aparté. Et puis en l'occurrence, quand on évoque le passé et nos amours passés de bande dessinée, du coup, on n'est plus trop dans le moment présent. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ben, oui, je sais pas. Qu'est-ce que Virgile, est-ce que tu voudrais encore donner quelques exemples avant qu'on passe justement au projet là qu'a initié Eric? Fort volontiers, si vous me laissez la parole, je vous en donnerai 2 derniers. Hem, Notamment à propos de l'ouverture de conscience et voir les choses sous une autre perspective. Je me rappelle avoir traduit, une BD, dans une série qui s'appelle, Le Cycle des magiciens. Donc, alors là, ils vont piocher dans l'heroic fantasy, et la magie, en veux-tu, en voilà. Bon, c'est thème classique, là, il y a pas vraiment de divulgation. Hem, D'ailleurs, il y en a un, enfin, divulgation, oui et non. Il y a un super méchant, il s'appelle Nibiru, donc bon, on sent que les scénaristes, ils sont allés piocher des noms, dans tout ce qui était un peu mystérieux, voire, divulgation, mais ils ont pas explicité le truc plus que ça, donc puis Alors, bon, petite au bout de 2 mois, parenthèse, il mérite d'exister. ouais, petite parenthèse, Nibiru ou Nibiru, je ne sais pas si vous connaissez, ce serait cette fameuse planète mystérieuse qui, enfin voilà, qui s'approcherait de la Terre et qui pourrait représenter un danger pour la Terre et qui serait la planète d'origine des Anunnaki. Bon, en tout cas, voilà, nous, enfin, on a travaillé un petit peu là-dessus et puis on a repris les informations de Cobra et on pense qu'il existe bien une planète X qui perturbe le système planétaire, et notamment, ça se voit au niveau de Pluton, mais qui ne se rapproche pas du tout de la Terre, qui ne représente pas une menace pour la Terre et qui n'est pas d'ailleurs le lieu d'origine des Anunnaki, mais qui par contre a été reconquise, qui aurait été, utilisant le conditionnel, reconquise par le mouvement Résistance, qui participe aujourd'hui à la libération planétaire. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur Nibiru et la planète X. Excuse-moi Virgile. Il y a pas de souci, non, non, merci pour les précisions. Et donc je traduisais une histoire, donc c'était une nouvelle saison qui commençait. Tout le monde se sert de la magie, pour se brosser les dents, heu, passer le balai, faire ses courses et tout. Tout le monde était devenu très feignant, grâce à la magie. Et puis d'un seul coup, pouf, plus de magie, plus rien. Donc les gens sont obligés de réapprendre à vivre. Et Mickey, Donald et Dingo, ils partent, à la recherche du cœur de la magie. Et ils ont plus de pouvoir, donc ils font moins les malins, l'aventure est plus difficile. Et au final, ils rencontrent une dame, une espèce d'elfe, descendue des étoiles, qui leur dit ce très beau message. Alors, Cindy, si tu peux mettre l'exemple «se connaître». En attendant, je vous dis la lecture et elle leur dit: «Bah, voilà, le but de votre quête, c'était quoi? C'était savoir qui vous êtes. Ceci est bien plus important que toute la magie de l'univers». Et là, moi, quand j'ai traduit ça, je me suis dit: «Mais waouh, mais en fait, ils sont hyper avancés, les scénaristes». Le gars qui a pondu ça, mais je me dis: «Mais je trouve ça très éclairant et très inspirant». Un enfant qui lit ça, mais qui va s'imprégner de ça, parce que personnellement, je me rappelle quasiment encore, par cœur, de certaines bandes dessinées que j'ai lues quand j'étais petit, notamment des Mickey Parade déjà à l'époque, ce qui m'avait mis un pied à l'étrier, ou du journal de Mickey. Mais je me dis: «Mais oui, la quête de soi, connais-toi toi-même», je dis: «Mais waouh, c'est ouais». L'enfant qui lit ça, je me dis: «Ça va se mettre dans un coin de sa mémoire» et j'ai trouvé ça vachement fort. Donc Bah, c'est vraiment, l'ouverture de conscience, je trouve ça top, offrir c'est ça c'est- aux enfants, c'était un beau cadeau. J'étais ému en traduisant ça, voilà. bah, c'est évident que finalement, avec ces belles images, ça a un impact beaucoup plus fort que le connais-toi toi-même de Platon. Mais en Oui. réalité, c'est ça. Et c'est une comment dire, connaissance ésotérique profonde. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, pardonnez-moi, mais ce n'est pas en canalisant des êtres extérieurs à soi que l'on apprend justement les lois secrètes de l'univers, mais bien en apprenant à se connaître et en descendant dans les profondeurs de soi. Et ça, c'est Platon qui l'a dit. Vous voyez, c'est même pas, c'est pas, on n'invente rien.
Et voilà, donc il y a forcément ces petits dessins, ils ont un impact, ils ont un super impact sur les enfants. C'est génial. C'est des enseignements philosophiques, ésotériques à la fois, avec l'impact de l'image. Absolument. Et bah, voilà, bah, pour conclure, j'aurai un dernier petit clin d'œil. Là, je vous donnerai le numéro exact, de ce Mickey Parade là. Bon, je suis pas dans la bonne pièce, je m'en souviens pas par cœur, mais je vous donnerai la référence exacte, si ça vous intéresse. Elle est assez sympa, cette série-là. Et donc oui, pour conclure, là, on m'a chargé de faire un cahier de jeux pour un hors-série de jeux qui va paraître cet été de Super Picsou Géant. C'est pas du tout pour faire la pub, hein, mais vous allez voir le cheminement. Où je reprends des jeux qui sont parus au fil des années dans le magazine Super Picsou Géant. Et je les ai classés par thème, ces jeux. Et mon rédac chef me dit: «Eh ben, cette fois-ci, on va imaginer Picsou qui découvre l'Atlantide». J'ai dit: «OK, d'accord». Et donc, bah, Picsou, il se retrouve sous l'eau et dans une grotte. Et il y a 12 grottes différentes, chacune avec un thème. Donc moi, ça m'a permis de classer mes jeux. Mais au milieu de toutes ces grottes, il y a, alors là, introduction, divulgation, géométrie sacrée, ce que j'ai appelé le dodécaèdre des Atlantes. Et je sais, ça va vous faire sourire parce que on a déjà parlé du dodécaèdre comme puissante forme de protection énergétique, notamment à travers nos méditations. Et le but, c'est de déchiffrer chacune des 12 faces en allant au bout de tous les jeux qui sont dans les 12 pièces. Et une fois qu'on a déchiffré les 12 faces, on déchiffre le code qui est gravé en lettres d'or sur le piédestal ou sur lequel le dodécaèdre repose. Et en fait, on s'aperçoit que c'était un dé de jeu de rôle à 12 faces que quelqu'un avait perdu ici, quoi. Donc on restait dans l'univers du jeu, j'avais trouvé ça marrant. Mais je m'étais dit, parler de dodécaèdre des Atlantes et de parler de géométrie sacrée, là aussi, ça permettrait peut-être d'éveiller un peu les enfants. Et oui, carrément. Alors justement, je suis content que tu parles de l'Atlantide parce que bon, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est un sujet qui est aussi beaucoup abordé donc dans la bande dessinée et dans la littérature. Absolument, oui, oui. Moi, j'aurais envie de vous poser la question là, tous autant que vous êtes, hein, n'importe qui peut répondre. Quand et sur quel support avez-vous entendu parler pour la première fois de l'Atlantide? Moi, j'ai ma réponse dans le coin de ma tête et je vous dirai ça, mais j'aimerais savoir justement votre réponse, si vous vous en souvenez, hein. Quand pour la première fois avez-vous entendu parler de l'Atlantide? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Parce que l'Atlantide, c'est quand même hein, j'ai envie de dire, c'est une pierre angulaire un petit peu de toute finalement l'information qu'on manipule, puisque l'Atlantide, en fait, bah, c'était un petit peu la fin du monde libre et puis le début de la planète prison, hein, il y a 25 000 ans. Vous vous souvenez, hein, de notre narratif sur le sujet? Alors, vous Bon, souvenez-vous? pour ma part, il me semble bien que c'est dans Marvel avec le personnage qui s'appelle Namor. Il me semble que c'est ça, où j'ai eu vent pour la première fois du terme Atlantide et d'habitants, il me semble bien. Super. Une autre réponse? Parmi nos auditeurs là, vous vous souvenez-vous quand vous avez entendu parler pour la première fois de l'Atlantide? Allez, Oui, Fable Lab, vas-y. moi, je Ah, me vas-y. rappelle. C'était la Alors? série L'homme de Atlantide avec Patrick Dufy. D'accord. Je m'attendais pas à celle-là, mais ça marche aussi. Super. Il y avait Fable Lab, il me semble que tu voulais intervenir. J'ai vu que tu as activé ton micro. Ouais, mais Cindy m'a piqué ma réplique parce que c'était effectivement l'homme de l'Atlantide. Ah, c'est Sandrine qui a pris la parole là. Ouais, d'accord. Bah alors moi je me souviens en fait, moi quand j'étais petit, j'avais une sœur qui était un petit peu plus grande que moi et elle lisait des livres qui étaient bien trop savants pour moi mais elle m'en parlait. Et vous savez, il y a un livre qui fait référence, c'est Pierre Benoît sur l'Atlantide justement, qui nous parle de cette reine Antinéa. Mais moi, c'était beaucoup plus trivial en fait. Ma sœur lisait des livres savants et moi, je lisais des bandes dessinées. Et moi, c'est à travers l'énigme de l'Atlantide justement. Je suis désolé, du coup, moi, je retourne à mes références un peu ringardes pour toi, Pascal. Mais voilà, Edgar P. Jacobs, hein, Les aventures de Black et Mortimer. L'énigme de l'Atlantide, pour moi, ça m'a fait rêver avec cette pierre magique, vous savez, qui est luisante dans la nuit, là, qui s'appelle l'oricalque. Ben, aujourd'hui, moi, je trouve que finalement, une pierre taquillonisée, ça ressemble bien à de l'oricalque, comme ce qu'on peut trouver justement dans l'Atlantide.
Voilà, je ne sais Alors pas si c'est quelqu'un très d'autre. drôle que tu aies évoqué Antinéa parce que on a une série aussi qui s'appelle Phantomius qui se passe au début des années 1900, 1910, 1920. Et c'est le gentleman cambrioleur, en fait. C'est un peu une sorte d'Arsène Lupin qui vit à Donaldville. Et il va dans le désert et il trouve que l'Atlantide était en fait enfouie sous les sables du Sahara. Notamment, ça a été repris de la théorie de Pierre Benoît, justement. Et ils en Exactement. parlent, enfin, ils le nomment pas explicitement, mais bon, il y a le personnage de la BD qui va chercher son frère, et ce frère était parti avec un explorateur français. Et cet explorateur français, en fait, c'est Pierre Benoît. Ouais, Et il super. découvre la reine Antinéa, justement, dans l'Atlantide, qui est cachée sous le sable. Donc c'était assez drôle qu'on ait eu ça aussi. Donc voilà, on a rêvé là-dessus et puis finalement on continue, on est adulte, on vieillit même et puis on continue à rêver de ces choses-là comme si on était encore des enfants. Finalement, tu vois, Pascal, tu as raison, hein. Finalement, on n'a pas changé hein, depuis qu'on était enfant au final. Les graines qui se sèment. Voilà, moi je crois absolument à ce que disait notre ami tout à l'heure. Et voilà, il y a des graines qui se sèment et puis ça fait son chemin et ça réapparaît un jour. Et, euh, et voilà, moi au niveau des Marvel, j'y reviens et tout. J'avais une discussion avec un de mes beaux-frères dernièrement et on parlait justement de ça, qu'on avait l'impression qu'on avait des super pouvoirs, qu'il y avait quelque chose de réel. Et de plus en plus de choses se confirment. Alors, c'est quoi tes super pouvoirs? Pouvoir, c'est dans l'état d'être. C'est dans l'état d'être et dans, on va rejoindre la physique quantique, mais c'est valable pour tout le monde. C'est suivant l'état où on peut activer toutes les probabilités qu'on a autour de soi et créer sa vie comme on l'entend et comme on en a envie. Mais il y a des règles pour ça et les règles, c'est savoir être et ne pas chercher à faire les choses et à les acquérir. Sans, comme je dis tout le temps, tant qu'on cherche un sauveur ou qu'on est en demande, on restera toujours en demande. Voilà, il faut croire aux choses, il faut avoir la conviction que tout est possible et les choses s'activent d'elles-mêmes. C'est très quantique. Alors moi, je vous renvoie, j'ai fait ma petite page de publicité parce que justement, on a fait une émission Radio Pléiade, je me souviens plus le numéro que c'est, mais je pense que Cindy va nous le retrouver avec ses super pouvoirs parce que voilà, Cindy a des super pouvoirs, Sandrine aussi, nous avons tous nos super pouvoirs et on a fait une émission justement sur nos super pouvoirs où on faisait référence à Wonder Woman d'ailleurs, je prenais l'exemple de Wonder Woman qui est un personnage Marvel, il me semble, hein, je dis pas d'erreur. C'est un Tu me personnage corrigeras, Marvel, Pascal. normalement. C'est pas Marvel, c'est Et la les autres, c'est série l'autre avec nom. Superman, Batman, ce sont Ouais, le nom m'échappe. les Il y a DC Comics, hein. voilà, tout à fait. Ah, Pardon. d'accord, elle n'est pas Marvel. Ok. Ah, ben, je D'accord. pensais, tu vois. Ouais. Non, c'est une copine à Flash et à Batman, à Superman et à tous ces gens-là, quoi. Voilà. Voilà. On parle de Mais tout sur Radio Pléiade. tu me demandais tout à l'heure quels étaient mes super pouvoirs. Je sais que depuis maintenant 2 ans que j'ai compris certaines choses et que je suis dans un certain état constamment, je réalise tout ce que je souhaite. Mais c'est incroyable, hein. J'en ai parlé plusieurs fois avec Eric. Il m'arrive des choses dans la vie incroyables et des choses que je souhaite depuis très longtemps, mais j'avais jamais la conviction que ça puisse se réaliser. Le jour où j'ai compris que tout était possible, j'ai changé ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de voir le monde et les gens, et tout s'est décanté. Mais c'est carrément incroyable. Si un jour on a l'occasion, on en discutera. J'ai, je peux faire un témoignage là-dessus qui est quasiment pharaonique. Ok, Voilà. bah écoute, ça pourra faire l'objet d'une autre émission, pourquoi pas. Alors, on va parler peut-être de ce projet là justement. Virgile, c'est bon, tu avais donné un petit peu tous les exemples que tu souhaitais donner pour ce soir ou? Oui, bah, je vais pas vous ennuyer avec des détails, hein. Oui, on parlait de l'Atlantide, Ou tu veux mais nous en c'est vrai donner qu'il y un a le dessin dernier? animé aussi. Non, on parlait de l'Atlantide, il y a eu le dessin animé Disney, mais celui-ci était, il a un peu fait un flop.
Et surtout, il avait des symboles de choses nettement moins lumineuses dont on parlera peut-être pas là, donc voilà. Donc oui, non, c'était pour rebondir sur l'Atlantide. Mais D'accord. sinon, oui, j'ai à peu près fait le tour de mes exemples, voilà. OK, super. Bon alors je vais appeler Eric à la barre. Allez, vas-y Eric, parle-nous un petit peu de ce projet, de ce fameux projet qui est un peu notre annonce de ce soir. D'accord. Alors le projet, ça a commencé par un post que j'avais trouvé sur la chronologie de l'univers selon Cobra, selon tous ces posts, et quelqu'un l'avait mis sous forme d'un Excel avec les lignes directrices principales, un petit peu d'informations et l'article de référence. Bon, le hic, c'est que c'était en anglais. Donc ça représentait une trentaine de pages. Et donc je l'ai traduit tant bien que mal, parce que il y a des termes de physique quantique qui sont compliqués, qui n'existent pas en français. Ça a pris un certain temps. Et en même temps, il y avait une chronologie de l'univers qui était très lisible, mais on restait juste sur le plan du lisible. Et il y avait une personne que je pressentais vraiment capable de mettre ça en image, c'était Pascal. Donc c'est un projet on en avait discuté un peu, ça a mûri quelques mois, puis un jour on s'est recontacté, puis on a dit on y va. On y va, donc il y a eu quelques planches, donc en noir et blanc, hein, bien entendu, quelques planches. Pascal a eu l'idée, je crois que c'est lui qui l'a eu, donc de faire un zoom out, donc sur l'histoire galactique, c'est-à-dire notre situation actuelle, et puis on s'éloigne de la situation actuelle et on la replace dans l'histoire j'allais dire de l'humanité, non, dans l'histoire de notre univers. Donc il y a pas mal de textes, Pascal a réussi à caser le Codex galactique, qui est un ensemble de règles universelles au sens propre du terme, et qui permet au peuple de vivre en grande harmonie. Voilà, et donc Pascal passe beaucoup de temps, en plus de son travail d'artiste, à faire cette BD. Voilà pour les grands traits. Alors, en l'occurrence, donc, c'est, enfin, comment dire? Toutes les informations, l'inspiration, hein, c'est bien ça qui inspire le scénario finalement de cette BD, c'est toute la divulgation qui est passée à travers le Contacté Cobra, c'est ça? Tout à fait, exact. Et donc, vous avez échangé, j'imagine, avec Cobra sur le sujet? Oui, alors j'avais demandé à Cobra s'il était d'accord pour qu'on fasse ce projet. Il a dit oui, ça m'intéresse. Donc il a parlé beaucoup. Et après, c'est parti. C'est surtout Pascal, hein, qui fait le boulot. Moi, j'aide à un autre niveau. La partie que je fais, c'est de mettre avec Rona, avec mon amie qui est écossaise, la BD en anglais. Donc pour la rendre accessible, pas uniquement à la France, mais à un niveau un peu plus international. Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce que les textes sont toujours plus courts en anglais. Donc, il faut arriver à jouer sur les bulles, les grosseurs de texte. Voilà. Voilà. Et donc, Pascal, dès qu'il a du temps, il planche. Il planche, sans jeu de mots. Et on peut commencer à la lire? Oui, on a pratiquement une trentaine de pages à peu près de planches qui sont faites. Alors, c'est du noir et blanc pour l'instant. J'ai démarré au départ avec une espèce de brouillon, si on peut dire. C'est des planches qui étaient crayonnées, c'est-à-dire que rien n'est vraiment ancré. Ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est uniquement du crayon sur papier qui est après scanné, donc ça donne une impression de noirceur dans les traits. Mais si on regarde de près, on voit les coups de crayon. Mais je trouve le truc assez intéressant comme ça. Mais on a un projet peut-être aussi de la mettre en couleur. On va voir. On sait où on va dans la chronologie puisqu'elle est déjà écrite. Moi, je me suis engagé à mettre ça en image. Ce qui me plaît bien, c'est que à 98%, tout ce que je mets en image correspond aux informations que j'avais au préalable, moi, collectées de part et d'autre.
Et voilà. Mais c'est une BD qui, pour l'instant, peut prendre des aspects graphiques totalement différents, et notamment de l'ancrage vraiment propre et de la couleur. Mais j'aime bien le style que ça donne pour l'instant. Mais bon, tout est ouvert. Alors, Cindy nous a posté le Once Upon a Time. Donc, il était une fois la saga cosmique de notre galaxie. On voit différents êtres. Tu peux nous commenter un petit peu ça? Avec un pape avec des cornes, là? Bon, alors j'ai mis le pape avec les cornes parce que je trouvais que c'était la figure entre guillemets emblématique de la noirceur. En haut, j'ai essayé de représenter un pléiadien. On retrouve un reptilien aussi, un insectoïde, si je peux dire. J'ai essayé de diversifier un petit peu, mais bon, on peut pas mettre toutes les races qui nous viennent à l'esprit, il y en aurait trop. Mais je répète, tout peut être modifié et tout peut être remanié. Voilà, mais il y a quelque chose qui se passe quand je fais ces planches. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'ai vraiment l'impression par le biais de Cobra et de Eric, de planter des graines. Et vous avez des retours des lecteurs, là, d'ores et déjà, ou pas? Alors, Eric peut en parler, lui. Alors oui, sur le blog, il y a beaucoup de gens qui ont fait des retours, je dirais plutôt positifs. J'avais laissé aussi un mail sur j'ai fait une lettre d'information et il y a beaucoup de retours positifs aussi. Les gens disent à quand la suite? Bon, alors ça avance petit à petit, mais oui, les gens sont enthousiastes. Bah, surtout les gens qui sont en résonance avec sur les divulgations de Cobra, évidemment, ça leur parle énormément. Ça les touche émotionnellement aussi, j'ai remarqué. Dans ma salle d'attente, j'ai imprimé donc la plupart des planches sur du carton. Je l'ai mis dans un classeur et les gens lisent ça, ils me disent mais c'est quoi? Mais ça vient d'où? Mais on trouve ça où? C'est comme s'ils avaient une révélation de quelque chose qui n'aurait jamais pu arriver. Voilà, donc ça touche énormément de gens. Pour de gens aussi qui ont exprimé la volonté de l'acheter pour leurs enfants, par exemple. Ça, c'est intéressant aussi. Et oui. Alors, je vais me permettre de citer là une planche. Il y a 8 millions d'années, dans le système solaire d'Orion, des archanges se sont déconnectés de la source et l'ensemble du système d'Orion fut impliqué dans ce processus. Un réseau d'implantation a été lentement construit pendant des millions d'années à travers ce cadran de la galaxie par des scientifiques fous du groupe Chimère. Ils étaient les planificateurs stratégiques du complexe militaire Orion Draco-Reptilien. Je te parlerai de cela plus tard. C'est un papa qui parle à son gamin, vraisemblablement. Donc, vous Oui, il voyez, faut on est savoir vraiment... que... Vas-y. Pardon. Au départ, comme disait Eric, on part sur l'époque actuelle. On cite un petit peu, bon, les grandes lignes de l'oppression, le Corona et machin, tout ça, quoi. Je veux dire, les banquiers, enfin, tout ce système qui assujettit tout le monde. Et après, on passe directement en 2000, après l'événement. Voilà, où la Terre, tout le monde est paisible. Et il y a un grand-père qui est questionné par son petit-fils et pour savoir comment les êtres humains vivaient avant et comment ça se passait. Donc la BD démarre comme ça, en fin de compte. C'est un grand-père qui, lui, a vécu dans l'événement et puis la vie précédente sur Terre et qui relate à son petit-fils toute l'histoire de la galaxie. C'est magnifique, c'est notre destin d'ailleurs, je pense, quelque part, hein, puisque on aura vécu les choses de l'intérieur. Nous serons bien placés pour pouvoir raconter ça à notre descendance et même notre descendance lointaine. Je vous le garantis, nous serons des conteurs à vie désormais, après avoir été dans la matrice et d'avoir vécu ce que nous avons vécu. Et tu seras peut-être aussi un dessinateur à vie, on va savoir. Tu me parles? Excusez-moi, Non, j'avais oui, coupé parce que j'ai un avion qui passait au-dessus et j'avais pas réalisé que j'avais le micro. un avion ou une soucoupe? Non, là c'était un avion, vu le boucan que ça fait.
Voilà, je suis au-dessus de la ville, donc il y a l'aéroport à côté, les avions, on a l'impression qu'ils vont carrément nous raser les cheveux tellement ils sont bas. Voilà, Bon, c'est assez alors insupportable. j'invite nos auditeurs à intervenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Et puis voilà, ou intervenir sur n'importe quel, lequel des sujets que nous avons abordés ce soir. Allez-y, on attend vos questions. Ne seriez-vous pas tenté de poser une question à Pascal ou à Virgile sur leur travail? Justement, profitez-en, c'est une occasion unique. Ou alors si vous voulez avoir des références de bande dessinée. Tiens, moi, voilà, comme je vois que personne ne lève la main, du coup, je fais fonction. Quelle est la meilleure bande dessinée de divulgation ou spiritualité aujourd'hui? Est-ce que vous auriez, alors tu nous as parlé beaucoup de Marvel, Pascal, mais est-ce que vous auriez un conseil à nous donner? Conseil de lecture. Alors, figure-toi que je lis pas beaucoup de bandes dessinées. Actuellement. Je suis revenu dernièrement aux amours de bande dessinée et je me suis mis à racheter toutes les BD que je lisais quand j'étais gamin et notamment bon, tout ce qui est Humanoïdes associés, Métal Hurlant. J'étais fan d'un dessinateur qui s'appelle Richard Corben, je sais pas si tu connais, qui est mort il y a quelques temps, donc qui bossait beaucoup dans les fanzines. En ce moment, je lis beaucoup, mais pas de la bande dessinée. Donc, c'est vrai qu'au niveau de cette question, je pourrais pas trop répondre. J'ai le souvenir de ce que je te disais tout à l'heure, ces fameuses bandes dessinées chez Nargo qui relataient les contacts de Adamski avec les soi-disant pléiadiens de l'époque. Et mais c'est vrai qu'au niveau bande dessinée, en ce moment, je ne lis rien concernant la divulgation. C'est certainement un tort. Et, euh, et je sais pas trop vers où me diriger pour ça, parce que quand on se retrouve devant un rayon de bande dessinée, il y a tellement de choix. Et il y a tellement de choses superbes que on sait plus trop quoi acheter. Oui, c'est clair. Alors, il y a Ghislaine qui nous pose une question, mais encore sur un canal parallèle, là, qui est avis et suggestions pour Radio Pléiade. Où situez-vous cette Atlantide disparue? Donc, Ghislaine, moi, je t'invite à lire tout simplement la bande dessinée, L'énigme de l'Atlantide, dont on l'a mis dans le fil, Cindy l'a mis, donc d'Edgar P. Jacobs, parce que il t'explique que l'Atlantide, il est situé finalement sous l'archipel des Açores. Alors, peut-être aussi un petit peu dans le désert du nord de l'Afrique, comme on le disait tout à l'heure. Mais sache qu'il y a des pyramides englouties au fond de l'océan, à proximité de l'archipel des Açores. Donc voilà, en tout cas, ça c'était pour répondre à Ghislaine. Euh, et donc, un conseil de lecture, Virgile, toi, est-ce que tu pourrais nous en donner un? Bah, un peu comme Pascal, j'avoue que des BD de divulgation comme ça, plus ou moins sérieuses et enfin, peut-être pas forcément sourcées, mais en fait, j'en connais pas, c'est malheureux. Ça se trouve, ça existe, hein, mais je pense que ça sera plus un peu de ci, un peu de ça dans différents titres, comme là, on a pu voir avec les Marvel, avec la BD Disney, avec Black et Mortimer aussi, qu'on divulguait pas mal de trucs, hein, je pense. Et sinon, non, là, j'ai pas de titre en particulier à conseiller pour le moment. Mais je chercherai, je vous dirai, ouais, c'est une bonne piste, je trouve. Alors moi, j'avais un personnage que j'aimais beaucoup, voilà, toujours un petit peu dans mon registre, hein. On n'est pas dans le registre des Marvel. C'était le personnage de Yoko Tsuno. C'était une électronicienne d'origine japonaise qui vivait des aventures extraordinaires. Donc évidemment, j'étais amoureux de Yoko Tsuno. Je voyageais avec elle. Et savez-vous que Yoko Tsuno, elle avait des amis. Elle avait des amis à la peau bleue qui venaient d'un monde très lointain, en fait, d'une autre galaxie hein, qu'on appelle les Vinéens. Et je dois vous dire que alors, les Pléiadiens n'ont pas la peau bleue, hein. Les Pléiadiens n'ont pas la peau bleue, mais lorsqu'il y a des contacts, avec les Pléiadiens, en général, il y a toujours une espèce d'ambiance bleutée. Soit ils ont un costume bleu, soit ils ont, une aura bleutée. Enfin, en tout cas, moi je trouve, que justement ces Vinéens, donc de Yoko Tsuno, quelque part ont semé la petite graine, par rapport à cette appréhension finalement,
des Pléiadiens. Voilà, juste pour citer un titre que j'aime parce qu'il y a eu beaucoup de divulgation aussi là-dedans. Alors, il y avait Marie-France qui voulait poser une question ou intervenir. Marie-France, il me semble. Oui, 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 on t'écoute. bonjour, voilà, Bonjour. bonsoir. Donc, c'est super ce que vous nous racontez là, pour les enfants surtout. Et alors, bon, ben, l'idée était que pourquoi pas, s'il y a des institutrices qui sont à notre écoute ici, par exemple, à l'école, si elles pouvaient de temps en temps prendre des bandes dessinées et ouvrir un petit peu les yeux aux enfants, peut-être sans pour cela prendre défaut auprès de la direction, quoi, bien entendu. Parce que je trouve que leur ouvrir la conscience en étant en groupe dans les écoles, ça peut aussi porter ses fruits. Que donner une bande dessinée à un seul enfant chez soi, d'accord, on est là tout près, mais s'il y avait un partage qui pouvait se faire en groupe, ce serait magnifique pour ouvrir un peu les yeux. Et de là partirait peut-être la conscience que quand ils sortent de l'école, ils seraient un peu plus éblouis et peut-être ouvrir, je ne sais pas moi, quelque chose de positif vers ceux qui côtoient tous les jours en dehors de l'école, quoi. Voilà. Vous m'avez entendu? Très bien, merci beaucoup Marie-France, Oui. effectivement, pour ton intervention. Et c'est vrai que l'avantage du livre, finalement, c'est qu'il n'y a pas il y a pas le côté, la fascination, mais au sens négatif du terme, de l'écran, avec où on peut pas prendre de recul justement par rapport à l'image, par rapport à l'image mobile. Mais l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on peut justement prendre ce recul, et puis on peut amorcer une réflexion autour de ces histoires et de ces visuels. Moi, c'est ça que j'apprécie aussi beaucoup dans ces livres-là, quoi. On prend le temps finalement. Donc voilà, bah Oui. écoute, c'est une idée, une idée. Peut-être qu'elle tombera dans une oreille attentive. Merci Marie-France. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaitait intervenir, poser une question. Allez-y, profitez-en, tant que nous sommes encore là tous ensemble. Je pense que nous ferons sans doute un petit after, hein. Je ne t'ai pas prévenu, Pascal, mais en général, ces émissions, une fois qu'elles sont finies d'être enregistrées, on passe dans ce qu'on appelle un mode after, où les auditeurs ont la possibilité de continuer à échanger sur ces sujets, notamment les sujets de l'émission, mais aussi sur d'autres. Il n'y a pas il y a pas de restriction particulière. Et c'est Cindy et Sandrine qui mènent le bal pour la suite, voilà, pour l'after. Donc, si tu peux rester éventuellement, à toi de voir, mais si tu es fatigué, on ne t'en voudra absolument pas de nous quitter à la fin de cette période enregistrée. Et à Voilà. propos de Cindy, elle vient de repenser qu'il y avait Corey Goode. Il y avait un roman graphique qui était basé sur la vie dans les programmes spatiaux secrets de Corey Goode. Et je vais mettre d'ailleurs un lien, bon, ce sera en anglais, dans le chat, enfin, dans le canal Victoria Luminis. Donc, c'était la série Chronique de l'Ascension, Sphère d'influence, basée sur la vie, le témoignage de Corey Goode. Une nouvelle série de romans graphiques pour révéler le monde caché des programmes spatiaux secrets, de la formation des enfants médiums, des cultures et de la spiritualité extraterrestre et de l'ascension de l'humanité vers un âge d'or. Voilà. Bon, c'était à l'époque en 2018, je ne sais pas trop ce que ça a donné, mais je vais quand même poster un lien. C'est à l'époque où Corey Goode travaillait avec David Wilcock, si je me souviens bien. Eh ben, merci beaucoup, Cindy. Mais c'est vrai que d'une façon générale, on trouve beaucoup finalement d'artistes qui dessinent dans le monde, je dirais, des abductés ou des personnes qui ont participé au programme Spatio Secret. Forcément, lorsque vous avez vécu des choses extraordinaires, un peu extraordinaires, dramatiques ou pas d'ailleurs, ben forcément, on a envie justement de les partager, ces choses-là, et on trouve beaucoup de dessinateurs dans ce monde-là. Alors, il y a Bia qui souhaitait prendre la parole. Bia, tu peux activer ton micro si tu le souhaites. Nous t'avons passé un micro gris. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, moi, j'étais enseignante dans l'enseignement spécialisé, les autistes, etc. Et j'avais décidé de créer pour chacun une histoire en bande dessinée. Donc, je suis partie de zéro. Ils ne savaient rien de rien. Et en 2 mois, ils avaient une planche avec leur propre histoire complète, dessinée et coloriée. C'était absolument magnifique. Voilà. Donc, tout est possible. Mais là, du coup, c'est les enfants qui dessinaient, c'est-à-dire que
Vous Oui, incitiez les enfants à dessiner leur propre histoire. ils ont dessiné une histoire qu'ils trouvaient, intéressante et sur une seule planche, donc une seule, et je leur ai expliqué ce que c'était qu'une bulle. Ils avaient déjà des difficultés de parler, d'écrire et cetera. Bah, ils ont réussi à faire, une histoire en une planche, et c'était absolument fabuleux. Et ils étaient très, 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 très fiers d'eux et moi aussi. Donc tout est possible et c'était vraiment des histoires, des très, très, très courtes forcément. Donc ils avaient pu résumer ça et c'était leur monde et ils avaient réussi à, heu, enfin ça semblait, très, très élevé comme, demande de ma part et finalement, bah, ils ont tout, fait en 2 mois, ils avaient leur histoire, tout était bouclé et D'accord. c'est Tu f et la bande dessinée pour eux, ils connaissaient pas trop, ils savaient pas trop bien même, écrire, lire, ils avaient des troubles de l'attention et quand je leur ai dit: «Mais non, ça va être une histoire que vous créez de A à Z», ils ont trouvé ça tellement incroyable que je leur fasse confiance tout en étant à côté d'eux, naturellement, en les guidant. En 2 mois, ils voulaient avoir tout fini. Ils ont tout terminé et c'était vraiment des chouettes petites histoires, hein. Vraiment, qui décrochaient la lune, hein. Alors moi, j'ai quand même le sentiment que finalement la bande dessinée, elle a pris, comment dire? Elle a pris un coup de vieux quand même, hein, avec l'omniprésence des écrans, hein. Aujourd'hui, on en a partout, on a la télé, l'ordinateur, les tablettes, les téléphones portables. Je sais pas s'il y a autant d'enfants aujourd'hui justement qui découvrent toutes ces choses-là à travers la bande dessinée. Je sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais moi je serais curieux d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que les enfants continuent finalement à découvrir le monde extraordinaire autrement que par l'écran? Ah, il y a un orage chez Ben, Pascal. non, à moins que ce soit mon oreillette peut-être qui plaisante. Et je voulais citer, moi, une bande dessinée qui n'a pas grand-chose à voir avec la divulgation, mais quelque chose que je lisais quand j'étais gamin, et vraiment gamin, puisque j'ai découvert ce personnage de bande dessinée dans Pif Gadget, c'est pour te dire, tu vois. Et c'est une bande dessinée qui s'appelle Rahan, R-A-H-A-N, le fils des âges farouches. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, tout à fait, je lisais Rahan, oui, mais c'était Ah, taxé de revue communiste à l'époque, je me souviens. C'était politisé. On nous politisait ce personnage. Je ne sais pas pourquoi. alors, ça a été réédité par Dargaud, ça se présente en 27 volumes de 5 histoires en chacun. On trouve ça n'importe où, dans les Leclerc, dans les grandes surfaces, dans les librairies et tout. Et ça fait partie des BD que je me suis racheté dernièrement. Et je prends un plaisir mémorable à lire ça parce que c'est complètement bienveillant, c'est très lumineux. L'histoire, en fin de compte, c'est un personnage, un jeune homme de Cro-Magnon qui découvre la vie, qui traverse les contrées et qui rencontre des clans. Il apprend toujours des choses et il fait des découvertes sans arrêt. Rahan, c'est vraiment, pour moi, extraordinaire. C'est très très lumineux et je prends un plaisir en ce moment à relire ça, c'est incroyable. Et je crois que André Chéret, le dessinateur, est mort. Il me semble qu'il est décédé. En tout cas, il dessine plus, je crois plus. Et je le conseille aux gens qui ont des enfants parce que c'est vraiment le retour à la bienveillance entre les humains et à retenir. Rahan. Voilà. Très bien. Eh ben, merci pour ton conseil de lecture. Euh, Oui, un j'en autre? aurais un Oui, petit vas-y, aussi. Virgile. Oui. Et pour rebondir sur l'histoire de Pif, qui était la revue communiste, effectivement, c'est ce qui se disait, hein, c'était quoi? Fin années 70, années 80, non? Oui, peut-être, oui. Je, Et je en tout cas, pardon. J'avais moins de 10 ans, moi, à l'époque. Donc, c'était dans les années 60, 70, même. d'accord, ok. Ouais, enfin, et la plupart des membres de la rédac sur la fin de Pif Gadget, qui avaient leur... parce que je crois que pour être à la rédaction, il fallait avoir sa carte du parti, un truc comme ça. Enfin bon, je dis ça parce que
quand PIF s'est arrêté, et bah, il y en a pas mal qui ont basculé chez Disney. Donc, qui était le grand méchant capitaliste. Les membres de la rédaction de PIF, beaucoup se sont retrouvés chez Disney. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. C'est un petit monde. On Moi, s'affronte dans idéologiquement, mais on s'y Gadget, retrouve tous. pardon. Dans Pif Gadget, j'ai découvert Corto Maltese. Incroyable. Ah bah c'est fabuleux ça, bien Ah oui, sûr. alors là, Voilà. je me serais pas imaginé ça. Bon, enfin voilà, je pense qu'on arrive au terme de notre émission. Éventuellement, s'il y a une dernière intervention possible, hein, si vous avez une question ou si vous voulez partager quelque chose, nos auditeurs, avant qu'on mette un terme à cet enregistrement. Et puis voilà, je vais tout simplement vous inviter chacun à nous donner un petit mot de la fin dans l'ordre que vous le souhaitez, que ce soit sous forme de recommandations de lecture ou pas. Et puis on passera après en mode after. Donc voilà, allez-y, je vous laisse prendre la parole avant de mettre un terme à cette émission, chacun à tour de rôle, comme vous le souhaitez. Bon, bah, on peut dire que c'est le plus vieux métier du monde. La bande dessinée? Oui, parce que ça fait des centaines de milliers d'années qu'il y a des choses qui sont peintes, gravées sur les murs des grottes et ailleurs, et que c'est quand même peut-être le plus vieux moyen de communication universelle. D'accord, bah oui, les grottes de Lascaux, finalement, c'est un petit peu une bande dessinée. Oui, tout à fait. Il y a plein d'endroits où il y a eu des choses qui étaient divulguées. Alors après, il y avait des choses ésotériques aussi à l'époque. Hein. Il y avait de la divulgation à l'époque. On a retrouvé des choses impressionnantes. Bon, voilà, il y a de quoi faire une autre émission. Même les hiéroglyphes, donc c'est plus de la BD en 3 dimensions, mais tout ce qui est peinture et gravure très fine, c'est quand même une forme de BD qui est resté très longtemps sur place. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Merci Eric, et reviens plus souvent, on t'entend plus beaucoup sur Radio Pléiade. En tout cas, C'est merci vrai. à toi. Et merci beaucoup pour ce Merci. projet, ce beau projet avec Pascal. Allez, lancez-vous. Eh ben, je rebondis, juste, un petit dernier conseil de lecture en BD qui vient de me revenir en mémoire, c'est Yakari. Parce que j'ai redécouvert ça avec mes enfants, et en fait, c'est hyper spirituel. Alors Yakari, c'est le petit Indien qui, qui dompte un poney qui s'appelle Petit Tonnerre, et il a le pouvoir de parler avec les animaux. Donc il découvre la terre-mère, il parle au grand Manitou qui lui parle à travers un aigle, donc j'ai trouvé ça vachement bien, et hyper bienveillant là aussi. Donc ces bandes dessinées qui ont quelques années maintenant, elles vieillissent pas en fait. Et pour répondre à ta question Hervé, moi je vois dans la classe de mon fiston qui va avoir 8 ans, il a pas mal de copains qui lisent énormément de BD. Alors il y en a, c'est le clan des Picsou et Mickey, et les autres, c'est les clans des mangas. Donc ça se porte quand même plutôt bien en France aujourd'hui. Moi, ça me rassure un peu. Et petit mot de la fin, pour de vrai, les scénaristes et les dessinateurs sont pour moi des personnes créatives et qui ont des choses à dire. Alors elles peuvent être inspirées d'en haut directement ou pas, ça peut venir d'elles-mêmes, mais des fois il y a des petites inspirations comme ça qui passent, on le ressent quand on les lit. Et pour moi, tous ces messages sont destinés à ouvrir l'esprit des jeunes lecteurs pour faire envisager les choses sous un autre angle et développer l'imagination. Et pour moi, c'est ça la divulgation quelque part. Très bien, merci beaucoup Virgile. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des mangas. Les mangas, finalement, ont phagocyté pas mal de lecteurs dans le monde de la bande dessinée. Alors, c'est de la bande dessinée, effectivement. C'est un style particulier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lecteurs de mangas, en effet. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Tout à fait. Merci à toi. La Alors, BD, c'est un sacré marché, quand même. ça reste un sacré C'est un marché. gros marché. Ouais. Mais après, bon, quelle tranche d'âge, je crois que c'est plutôt les gens qui ont un certain âge qui achètent ça. Les jeunes sont rivés sur leurs écrans. Ça, c'est relativement effroyable. Moi, j'ai une petite fille qui a 7 ans, et c'est Harry Potter et compagnie sur les écrans et sans arrêt. C'est bien dommage. C'est tellement plus fascinant une image qui bouge.
Ah ouais, mais par contre, l'image qui bouge ne laisse pas le choix à l'imagination. Alors que la BD, même la lecture, on s'imagine les couleurs qu'on veut, c'est un travail considérable, c'est un bien considérable pour l'esprit, pour le mental, et c'est dommage que les jeunes maintenant soient quelque part assez feignants pour. C'est un peu comme les infos, ça. Voilà. Je veux dire, on prend les informations telles qu'elles viennent et puis on se fatigue pas à imaginer quoi que ce soit. Mais c'est un créatif qui parle, hein, donc forcément, moi je suis dans le rêve en permanence. Super, bah merci. Merci beaucoup Pascal. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Sandrine et Cindy, donc on vous a assez peu entendu, mais on va vous entendre un petit peu plus dans l'after. Vous lisiez des BD quand vous étiez jeune, quand vous étiez jeune? Quelque chose vous est resté justement de ces bandes dessinées? Bah, moi, je lisais les Picsou et le journal de Mickey, mais je voyais pas les messages cachés dedans. Et rien que l'émission de ce soir, ça me donne envie de replonger dedans. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à faire un retour en enfance. Mais il y avait des bandes dessinées, oui, que j'avais lues un petit peu aussi sur l'Atlantide, des choses comme ça, des sociétés secrètes comme Tintin notamment. Mais c'est bizarre, avec le temps et quand on s'éveille, quand on se souvient de certaines choses qu'on lisait, on voyait pas le message caché et maintenant ça fait tilt chez nous, c'est bizarre, mais bon. Mais ça reste quelque part dans notre tête, pour, créer un déclic ou quelque chose un jour, donc les messages cachés, continuez à les faire, chers auteurs de BD. Voilà. Ok, super, merci Cindy. Sandrine, oui? Eh bien, j'ai envie de dire, pour finir cette jolie émission, de se rappeler justement ce que nous aimions quand nous étions enfants, ce qui nous faisait vibrer. Ça nous rapproche un petit peu plus de notre source, de ce que l'on est réellement. Et merci pour la relève, hein, pour ces superbes BD qui arrivent et qui sont en cours déjà. Et passez une douce et belle soirée. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Virgile, merci beaucoup Pascal d'avoir accepté de venir à cette émission au pied levé. Ça tombait pile poil. Et puis voilà. Si vous pouvez rester encore un petit peu, restez dans l'after. Et je mets un terme de ce pas donc à l'enregistrement. Merci à tous et à la semaine prochaine. Nous ne savons pas encore quel sera le prochain sujet de Radio Pléiade. Bonne soirée et n'oubliez pas de faire vos méditations, hein, chers gardiens de la galaxie. Nous comptons sur vous.